On se plonge aujourd'hui dans un livre qui a littéralement changé notre vision de l'univers. Ah oui, on peut le dire. Un monument. Les principes mathématiques de la philosophie naturelle d'Isaac Newton. Mais attention, on ne l'a pas s'attaquer à l'original en latin, ce serait un peu, Un peu courageux. un peu courageux, voilà. On a une version bien plus intéressante pour nous. L'édition française, traduite et surtout augmentée par la marquise du Châtelet. Exactement. Et notre mission, c'est un peu de suivre Newton pas à pas, de voir comment il a bâti sa cathédrale d'idées brique par brique. Et de voir aussi le rôle absolument crucial d'Émilie du Châtelet dans sa diffusion. C'est ça. On va suivre sa logique pas à pas. D'abord, les fondations, le contexte qu'on trouve dans les préfaces, Ah, ensuite, les matériaux. les définitions qu'il a dû forger, et enfin la structure maîtresse, les fameux axiomes, les lois du mouvement. C'est la meilleure approche, parce que cette œuvre, ce n'est pas juste un livre de physique. C'est l'invention d'un langage. Un langage, oui. Newton donne à la science une grammaire mathématique pour décrire le mouvement. De n'importe quoi. D'une pierre qui tombe à la course des planètes. Et cette édition de Madame du Châtelet, c'est un objet en soi. Ah, complètement. C'est bien plus qu'une traduction. C'est une assimilation, une clarification. Les préfaces à elles seules sont une plongée dans les batailles intellectuelles du XVIIIe siècle. Et il y en a un paquet de préfaces. Quand on ouvre le livre, on a l'impression d'entrer dans un hall rempli de discours. C'est un peu ça, oui. Un comité d'accueil. Il y a l'avertissement de l'éditeur, la préface historique de Voltaire, plusieurs préfaces de Newton lui-même, Celle de son collègue Roger Cotte, qui n'est pas la plus tendre. c'est clair. Mais un nom s'impose tout de suite, celui de Madame du Châtelet. L'éditeur le dit dès le début, sa traduction est devenue nécessaire, incontournable. Il précise même qu'elle n'a pas juste changé les mots de langue, elle a ajouté un commentaire énorme pour tout exposer. Et ce commentaire, c'est une preuve de quoi au juste ? C'est la preuve que c'est une scientifique accomplie. Émilie du Châtelet n'est pas une simple passeuse de savoir. C'est une physicienne, une mathématicienne qui s'est attaquée à un des textes les plus ardus jamais écrits. Voltaire, qui était son compagnon, ne s'y trompe pas. Il écrit une phrase qui m'a marquée. Laquelle? C'est à beaucoup pour une femme de savoir la géométrie ordinaire. Mais qu'une dame les traduit et l'éclaircit, Ah oui. c'est une phrase incroyable, non ? On sent l'admiration immense et en même temps tout le sexisme de l'époque. Absolument. C'est génial. Surtout pour une femme. Ça en dit long sur le monde dans lequel elle devait se battre pour faire ce travail. C'est clair. Et au-delà de sa personne, les préfaces nous plongent au cœur d'une véritable guerre intellectuelle. C'est ça. Surtout celle de Roger Cotte. C'est un manifeste. Il dresse une ligne de bataille très claire entre deux mondes. D'un côté, Newton. La physiologie expérimentale de Newton, oui. Et de l'autre, tout le reste. Et surtout, la physique de Descartes et ses fameux tourbillons. Ah, les tourbillons. Une image assez poétique finalement. On imagine bien ces grands fleuves cosmiques qui emportent les planètes. Poétique, oui, mais Cotte n'est pas là pour faire de la poésie. Pas du tout. Il qualifie ses idées d'hypothèses et de philosophie feinte. En gros, il les relègue au rang de contes de fées. La récréation est terminée. C'est exactement ça. Il dit « Maintenant, on fait des maths ». Pour Coates et Newton, inventer de jolies histoires sur des mécanismes invisibles, c'est de la fiction. La science, maintenant, ça doit décrire le comment avec une précision mathématique à partir de ce qu'on observe. Point. Et pour être aussi précis, il faut que les mots aient un sens unique, indiscutable. J'imagine que c'est l'étape suivante pour Newton. C'est ça. On ne peut pas construire de loi si on n'est pas d'accord sur ce que veulent dire force ou mouvement. Il se transforme en une sorte de lexicographe de la physique. C'est exactement le mot. Il commence par le dictionnaire. C'est la deuxième partie de son livre, les définitions. Il sait qu'en science, l'approximatif, c'est fatal. Et par quoi il commence ? La toute première définition, la quantité de matière. Pour nous, aujourd'hui, c'est la masse. D'accord. Il la définit comme la mesure de la matière prise par la densité et le volume pris ensemble. C'est net, sans bavure, ça se calcule. C'est ça qui compte. Il y a une autre définition qui m'a frappée, la troisième, la force d'inertie, vis incita en latin. Il ne dit pas juste que les objets bougent pas, il la décrit comme un pouvoir qu'a la matière de résister. C'est une vision très dynamique, oui. C'est comme si la matière avait une force de caractère, elle s'oppose au changement. C'est une idée forte. Très forte. Et pour la cinquième définition, la force centripète, il redevient très concret. Il donne des exemples que tout le monde peut comprendre. La pierre dans une fronde. Voilà, la tension dans la corde qui retient la pierre ou la force d'un aimant sur du fer.
Il nous ramène toujours au réel, à l'expérience. D'accord, le dictionnaire est posé, et juste après ça, il nous emmène dans un coin beaucoup plus philosophique. Ah oui, dans le Choli. C'est là qu'il aborde un problème vertigineux, la différence entre l'absolu et le relatif. Pourquoi c'est si important pour lui? Pour que ces lois soient universelles, valables partout, pour tout, il lui faut un cadre de référence qui ne bouge pas. Un repère ultime, quoi. Un décor de théâtre. C'est ça. Il va donc postuler l'existence d'un temps absolu, vrai et mathématique, qui coule uniformément, partout, tout le temps. Et pareil, un espace absolu, infini et immobile. Mais attendez une seconde, s'il pose l'existence d'un temps et d'un espace absolu qu'on ne peut absolument pas percevoir, ce n'est pas un peu de la triche, ça? Ça ressemble à un article de foi. C'est une excellente question. C'est la question qui a fait débat pendant plus de 200 ans, jusqu'à Einstein. Ah, quand même. Pour Newton, ce n'est pas de la triche, c'est une nécessité logique. Pensez-y, sans un vrai nord sur une carte, comment savoir si on dérive? D'accord. De la même manière, sans un vrai temps et un vrai espace, ces lois du mouvement ne pourraient pas être universelles. Elles dépendraient de qui regarde. Donc il a dû les postuler, tout en admettant avec une grande honnêteté qu'on ne peut pas y accéder directement. Donc ce qu'on mesure, nous, avec nos horloges... C'est un temps relatif, basé sur la rotation de la Terre, par exemple. On mesure un espace relatif, ma position par rapport au mur de la pièce. Mais pour lui, pour que la physique fonctionne, il fallait que tout ça soit ancré dans un absolu invisible. D'accord, je vois. C'est une fondation philosophique un peu abstraite, mais nécessaire pour pouvoir bâtir quelque chose de solide par-dessus. Tout à fait. Et une fois que ce langage et ce cadre sont posés, on arrive enfin au cœur du réacteur. Les axiomes ou lois du mouvement. On les apprend tous à l'école, elles peuvent sembler presque banales aujourd'hui, mais la première, l'inertie, quand on y réfléchit, elle est complètement contre-intuitive, non? Ah oui? Dans notre monde, tout ce qui bouge finit toujours par s'arrêter. D'où sort cette idée qu'un objet lancé dans le vide continuerait à l'infini en ligne droite? C'est une rupture intellectuelle sismique. Pendant 2000 ans depuis Aristote, on pensait le contraire. Pour Aristote, il fallait une cause permanente pour le mouvement. Exactement. Un chariot avance parce qu'un cheval le tire. Le cheval s'arrête, le chariot s'arrête. Le mouvement naturel, c'était le repos. Newton, lui, il inverse tout. Pour lui, le repos ou le mouvement rectiligne uniforme, c'est l'état par défaut. Ce qui demande une explication, une force, c'est le changement. L'accélération, le freinage, le virage. Voilà, c'est le changement qui demande une cause. Et ça nous amène directement à la deuxième loi, qui est le mode d'emploi de ce changement. Le texte dit « Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice ». C'est l'ancêtre direct de notre fameuse équation F égale ma. C'est ça, la force ne crée pas la vitesse, elle crée le changement de vitesse. Précisément. Et c'est là que la physique devient prédictive. Ce n'est plus juste une jolie formule. Ça change tout. Complètement. Pour la première fois, on pouvait calculer la trajectoire d'un boulet de canon. On pouvait prédire le retour d'une comète. On pouvait expliquer les marées. Ce n'était plus de la description, c'était une feuille de route pour l'avenir. C'est une puissance de calcul qui devient phénoménale. Et nous reste la troisième loi, celle de l'action et de la réaction. Il y a une sorte de beauté symétrique, je trouve. Oui, l'action est toujours égale et opposée à la réaction. Et là encore, son exemple est d'une simplicité géniale. Si on presse une pierre avec le doigt est pressé en même temps par la pierre. C'est parfait. On ne peut pas agir sur le monde sans que le monde agisse sur nous en retour. Chaque interaction est un dialogue de force. Une danse à deux temps. J'aime bien l'image. Et ce qui est vertigineux, c'est que ces trois lois, si simples dans leur énoncé, sont universelles. C'est là qu'il faut se souvenir du titre complet. Principe mathématique de la philosophie naturelle. Voilà. Les principes mathématiques, ce sont ces trois lois, la boîte à outils. Et la philosophie naturelle, c'est l'étude de la nature. Newton nous donne des outils mathématiques pour démonter et remonter l'univers. C'est un manuel pour les ingénieurs de l'univers, quoi. Alors, si on fait le bilan, on est parti des préfaces qui nous ont montré le génie d'Émilie du Châtelet, sans qui ce savoir serait resté bien plus confidentiel. C'est certain. Ensuite, on a vu Newton, en véritable architecte, poser des fondations solides en créant un langage, des définitions indiscutables. Un langage commun pour la science. Et enfin, sur ces bases, il a érigé la structure de sa physique moderne, une grammaire universelle en 3 lois. Le point à retenir, c'est qu'il a fait basculer la physique d'une science qui racontait des histoires à une science qui calcule.
qui calcule et qui prédit. Mais l'accomplissement ultime, le vrai coup de génie, c'est d'avoir unifié le ciel et la terre. Expliquez-nous ça. Avant Newton, on pensait qu'il y avait deux physiques. Les lois parfaites, divines, pour le mouvement des planètes dans le ciel, et les lois chaotiques, terrestres, pour ce qui se passe ici-bas. Newton pulvérise cette idée. C'est le même monde, les mêmes règles. Exactement. Il montre que la force qui fait tomber une pomme de son arbre est de la même nature, c'est la même force de gravitation que celle qui empêche la Lune de s'échapper. C'est la même qui la maintient en orbite. C'est ça. Et cette unification, c'est d'une puissance et d'une élégance qui donne le frisson. C'est la révélation d'un ordre caché, universel et accessible à la raison humaine par les maths. Un ordre caché et accessible. C'est une conclusion magnifique. On pourrait s'arrêter là, c'est vrai, mais j'aimerais laisser une dernière idée en suspens. Ah, Newton lui-même, dans son texte sur l'espace et le temps, avoue la difficulté immense de sa démarche. Il reconnaît que les parties de l'espace immobile ne tombent pas sous nos sens. Elles sont, par définition, invisibles. on ne peut pas les mesurer? Jamais. Alors, la pensée à laisser mûrir serait la suivante. Puisque Newton a été obligé de fonder toute sa magnifique mécanique sur des concepts absolus, un temps et un espace fixes, tout en sachant qu'on ne pourrait jamais y toucher, comment les révolutions physiques qui ont suivi, et surtout la relativité d'Einstein, ont-elles réussi à construire un univers tout aussi cohérent en osant démolir ces fondations invisibles? Que se passe-t-il quand on accepte que même le temps et l'espace ne sont plus absolus? Voilà. Que se passe-t-il?